Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça de là, pareil à la feuille morte. Je reviendrai dans la peau d'un nouveau-né, puiser au fond de tes eaux la lumière de l'été, le passé décomposé à conjuguer au plus que présent. Oh, trouvez l'or maintenant, moi qui se cache au fond de mes eaux. Être et avoir été perdu si longtemps
longtemps, dans un autre temps, tel un revenant inversé. Être et avoir été un fantôme de chair et de sang, fredonnant une chanson d'été pour l'éternité. Une chanson d'été, une chanson d'été, une chanson d'été, une chanson d'été, une chanson d'été. À vos souhaits pour cette chanson d'été. C'est extraordinaire les gens qui éternuent dans la tonalité. Faire le con poétiquement est un métier formidable et ça se confirme aujourd'hui. Nous étions le 6 novembre 2013. Tu fais trop de choses à la fois, tu n'as plus 20 ans, me disait-on. Je me reposerai quand je serai mort. Je suis un drogué du panache. J'ai des cavernes d'Ali Baba plein le crâne à s'en faire claquer les orbites. Je ne m'ennuie jamais, sauf quand on me ralentit. J'ai dans le cœur un feu d'artifice. Véritable homme volcan, c'est de la lave qui coule dans mon sang. Je cherche le spasme électrique de la surprise, je ne sais pas vivre autrement. J'ai toujours rêvé d'être un super-héros, avant tout pour me sauver moi-même. Mais anéantir mes démons serait trop facile, car en réalité, j'ai besoin d'eux. Si je les tue, je me tue. J'ai beau vouloir être inventeur, crooner, semi-poète, illusionniste, skater en plastique, mangeur de femmes en peau de crêpe et imitateur d'animaux sauvages. Je suis insomniaque, angoissé, épuisé d'avoir trop cru, comme si je m'étais foutu de ma propre gueule. Ma boulimie créative a franchi un cap quand j'ai perdu ma mère. Elle n'a cessé d'augmenter ensuite. Chacun ses béquilles, les miennes sont des toupies électrifiées. Je ne peux m'appuyer sur elles que lorsqu'elles sont en mouvement. Les règles sont simples. Ne pas s'arrêter, éviter de freiner et surtout n'être enfermé nulle part, au sens propre comme au figuré. Faire le con poétiquement est un métier formidable. Le rock'n'roll, c'est une oasis d'adrénaline pour enfants perdus. S'il existait une route qui permettait de faire le tour du monde en suivant l'équateur, mon groupe Dionysos aurait parcouru plus de 4 fois les 44 000 km en camion. Nous sommes une tribu électrique créée entre amis il y a déjà 20 ans. La scène fait pousser des ailes sous mon crâne. La friction des combustibles émotionnels me transporte. Quand je sens les rumeurs de la foule vibrer jusqu'au plus profond de mes os, donc là il faut que vous vibriez. Donc, faut faire un truc genre... Et il faut continuer de le faire. Je ne peux que me livrer sans compter. Le problème est que je donne plus que ce que j'ai. Je suis le plus con des dragons, celui qui crache des étincelles et se crame les ailes avec. Merci beaucoup et bonjour. Bonsoir. Bon ben voilà, on est à la maison. La maison de la poésie, moi j'aimerais bien y habiter, hein. C'est quand même, c'est un joli concept. Donc on est très content d'être là. Je vais présenter tous les musiciens qui ne sont pas là. Donc je pense que vous pouvez faire une ovation à Mike à la guitare, s'il vous plaît. Stefano à la basse. Rico Salatosio à la batterie. Il est là en plus que fantôme et en vrai. Olivier Davio, ladies and gentlemen. And the fantastic Barretushka. Bon alors finalement c'est assez cohérent parce que finalement d'être là c'est extrêmement joyeux.
pour vous raconter une histoire qui finit joyeusement, mais qui commence un petit peu plus tristement. Mais finalement, j'étais dans le même élan à l'époque, ce que j'ai raconté au début, là, que je vous ai un petit peu lu, dans un élan de création assez joyeux, assez épique, pour finir le film de Jack et la mécanique du cœur. Et puis on a fait un clip avec le groupe, Olivier était là aussi, de la chanson de Jack et la mécanique du cœur. Et entre toutes les prises, j'arrivais plus trop à respirer. Puis ça faisait un paquet de temps qu'on me disait que j'étais un peu blanc, tout ça. Bon, voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'arrivais à 40 ans, 20 ans de groupe de Dionysos, ça se roulait par terre et tout ça. C'était un moment où finalement être fatigué, ça pouvait sembler normal. Mais finalement, ce clip, c'était vraiment très très particulier. J'arrivais plus à retrouver du tout mon souffle entre les prises. Donc le lendemain, je suis quand même allé faire une prise de sang. J'ai fait cette prise de sang et là, je suis rentré dans un autre monde. Un monde complètement étrange où j'ai découvert que j'étais une sorte de collector, c'est-à-dire que j'avais une maladie extrêmement rare du sang qui allait nécessiter une greffe de moelle osseuse. Donc il a fallu que je tape sur Internet, je ne savais même pas ce que c'était. J'étais un petit peu comme ce pilote de Formule 1 qui ne connaît pas comment fonctionne son moteur tant qu'il ne s'arrête pas au stand. Donc je me suis arrêté au stand et j'ai dû comprendre et j'ai dû me débrouiller pour organiser un combat qui était à la fois avec mes proches, avec ma nouvelle famille de circonstances que je découvrais en même temps avec tous les gens, les infirmières, les médecins qui sont occupés de moi. Et puis moi, tout seul, il fallait que je continue d'être exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Sauf que j'avais plus le droit. J'avais plus le droit de venir faire des concerts, tout ça, c'était trop risqué. Donc dans ma tête, il a fallu que je continue, et c'est le livre que je suis venu vous lire et vous chanter là. Donc maintenant, si vous faites une ovation qui m'aurait fait tellement de bien au moment où j'étais à l'hôpital de l'avoir en télépathie, bah peut-être que je peux vous lire un passage de plus. Le vampire de la rue de Bretagne, 15 novembre 2013, ça fait presque 4 ans jour pour jour. C'est étrange de se promener dans son quartier avec ses habits de quand tout allait bien, de parler football et poésie avec le marchand de journaux comme si de rien n'était. C'est plus compliqué avec les pharmaciennes qui blêmissent lorsqu'elles lisent mes ordonnances. Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue. Personne ne sait que je suis un vampire. Pas de transformation en chauve-souris pour l'instant. Oui, parce que je dis vampire, parce que comme j'avais besoin de transfusion, j'avais besoin du sang des autres, donc pour moi, j'étais devenu un vampire. Ce qui était un peu vrai et un peu exagéré aussi, parce que je mordais assez peu les gens quand même. J'apparais toujours dans les miroirs, avec une gueule de fantôme à bonnet de laine, mais je suis toujours là. La vue d'un crucifix ne me fait pas partir en courant, peut-être parce que je suis très vite essoufflé. Je ne fais pas de trucs bizarres en accéléré comme dans certains films. Pourtant, je suis un vrai vampire. Je dois me procurer du sang pour rester en vie. Et j'ai une dégaine de flocons de neige. Puisque je suis prisonnier de mon propre corps, je dois plus que jamais apprendre à m'évader par la pensée, organiser ma résistance en mobilisant les ressources de l'imagination. Je vais travailler dur au rêve de m'en sortir. Il me faudra une volonté de fer forgée. Un truc de marathonien, foulée après foulée, rythme et constance, trouver l'équilibre entre la rigueur d'un moine et la fantaisie créative, apprendre à faire le con poétiquement dans le cadre austère du couvre-feu que je dois respecter. Doser l'espoir au jour le jour, transformer l'obscurité en ciel étoilé, décrocher la lune tous les matins et aller la remettre en place avant la tombée de la nuit. Un vrai boulot de néo-vampire. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre
se blottit, se divise mon ombre, je pars en confetti. Si tu n'étais pas qu'un vampire, vampire de l'amour, vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau, mon ombre se blottit, se divise, mon ombre, je pars en confetti. Vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de l'amour. Oh vampire, vampire de l'amour. Oh vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire. Hey. Oh, vampire, vampire de l'amour. Oh, vampire, vampire de l'amour. Oh, soy el vampiro de l'amour. I am the vampire of love. The vampire, vampire, vampire de l'amour. Vampire de l'amour. Thank you very much. Ok, il est où mon micro? Ah oui. Celui-là, je peux. C'est pour ça que j'ai fait le con avec. Je savais que j'utilisais plus le ukulélé après. Par contre, il y a un petit peu un sac de spaghettis en bas. Là. C'est pourquoi dans les concerts, normalement, on a une équipe technique, nous, tout ça, avec des gens sympas. On va dans le bus avec et tout. Parce qu'après, sinon, il y a des spaghettis partout. Alors, comme je voulais un petit peu raconter tout à l'heure, dans tous ces moments un petit peu difficiles, il faut dénouer les nœuds de spaghettis. Dans la vie, ça a été un petit peu la même chose, et il y a des moments où on arrive à trouver des trucs joyeux dans le triste, mais il faut retrouver la page déjà. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Ça, c'est fou, hein, il faut arriver à embrouiller un peu comme ça, là. J'ai bien embrouillé? Bon. Très bien. Merci. Alors, ce passage s'appelle Manon ou Pierre. C'est le 21 décembre 2013. Alors, pour tenir compagnie à mes insomnies, j'ai adopté un hérisson. J'en aurais voulu un vrai, mais à cause des puces, il est en plastique. Je le pose sur mon épaule et on se promène dans mon 35 mètres carrés. On regarde les voitures par la fenêtre. Cet animal a l'art de se protéger, du coup, il me protège aussi. Je vais mieux, je vais beaucoup mieux depuis qu'il est là. Pourtant, c'est pas un hérisson terrible non plus. Hein. Mais bon, d'ailleurs, je peux vous le montrer, je l'ai amené. Ah oui, là, on se dit, ouais, c'était ça qui lui remontait le moral. Le mec a des transfusions 3 fois par semaine et c'est ça son réconfort. C'est bien.
Dans les heures tardives de la nuit, quand je parviens à m'apaiser, je m'imagine un printemps où je pourrais skater en pull avec une moelle toute neuve, la légèreté, à l'importance de la connerie douce. Rosie, Rosie c'est mon amoureuse, et c'est important de le dire, c'est pas juste pour faire le malin, c'est juste qu'elle a eu un rôle important, plus important que le hérisson, à tel point que c'est elle qui m'a acheté le hérisson. Donc je pense que vous pouvez, le hérisson et elle, faire une belle ovation. Rosie n'est pas dans le déni de la maladie, ses pulsions d'espoir n'en sont que plus salvatrices. Son corps ressemble à s'y méprendre à un nichonnier, cet arbre fruitier qui ne produit que 2 fruits par vie. On raconte que lorsqu'on s'endort entre ses branches, on se réveille amoureux. Histoire vraie. À l'hôpital, quand il faudra qu'elle s'en aille dans la nuit, je dévisserai sa poitrine. Je la poserai sur ma table de chevet et quand je me sentirai trop angoissé, je la presserai comme 2 oranges. Je la cacherai dans le petit meuble à côté du lit et le matin, elle pourra venir les récupérer pour aller au travail. On arrive encore à rigoler au nez et à la barbe de Damoclès. Alors Damoclès, c'est ce personnage qui normalement tient l'épée pour vous couper la tête. Et j'ai personnifié tout le danger dans ce personnage dans le livre, parce que j'avais tellement l'impression que le danger était tout le temps présent que j'avais besoin de le nommer, de le connaître et de l'imaginer pour mieux le combattre. Donc c'est Damoclès, comme si c'était une intrus qui vivait avec nous à la maison. Donc je reprends. On arrive encore à rigoler au nez et à la barbe de Damoclès. On joue au ping-pong sur la table du salon. Notre complicité émerge toujours. Nous résistons avec les armes du tendre. Nous nous entraidons à la façon d'une mini-famille. Peut-être parce que Noël arrive, que je suis malade ou qu'on se sent bien de rester collés l'un à l'autre à un très long moment, on a parlé enfant. Ce grand peut-être de mon après-guerre, si je la gagne. Rosie a peur de l'accouchement. Elle est douillette. Courageuse, mais incroyablement douillette. Elle pleure quand elle avale un spasme. Alors on a décidé de faire un trait prématuré. Il naîtra à 6 semaines, comme un tout petit lapin, pas plus gros qu'un kiwi. J'inventerai une sorte d'aquarium couveuse qu'on posera sur une étagère entre la machine à pop-corn et le tourne-disque. Manon ou Pierre grandira sous nos yeux en transparence. Les amis qui nous visiteront diront « Oh, comme c'est joli cette tortue ! Vous avez une imprimante 3D ? Qu'est-ce que c'est, un fruit exotique ?» Et on sera tout fiers d'annoncer « C'est Manon ou Pierre. Si vous voulez fumer, pas dans cette pièce, s'il vous plaît. » Merci beaucoup. Je tiens ce journal comme le gouvernail d'un chalutier éventré. La lampe à pétrole vacille entre mes genoux. Les déferlantes fracassent le corps des sirènes endormies contre la coque de mon esquif. Un orage gronde en silence à ma fenêtre. Les étoiles se décrochent du placenta céleste pour se planter une à une dans mon lit. « Oh, Captain, my Captain !» disait Walt Whitman. J'aurais bien besoin de me fabriquer de nouvelles armes hémato-poétiques. Parce que les cellules souches qu'on est censé me greffer pour me ramener à la vie normale de maintenant, mais là du coup c'est un flashback ce livre, ça s'appelait des cellules souches hématopoïétiques. Alors c'était un jeu de mots agréable à faire de dire hématopoïétique, c'était réconfortant. Un bouclier mental si puissant qu'il modifierait ma biologie. Le cœur et son armada de désir à la rescousse du cœur. The Poetry of War. J'observe mon reflet dans le miroir que j'utilise pour me raser. Mes joues sont devenues des bajoux. Ô joie de la cortisone, je suis en train de me transformer en hamster. J'aurais pu devenir une chauve-souris comme n'importe quel vampire, mais non. Quand on est un petit roux, on vire plutôt hamster. J'aurais jamais cru me faire applaudir pour ça. Si on m'avait dit un jour, tu feras un métier où en fait tu iras sur scène avec un micro, tu diras que tu te transformes en hamster, les gens applaudiront émus. Je dirais que je fais un super métier. Tous les jours, Rosie traverse la ville et vient me sourire du bout des yeux, avec son masque,
sa Charlotte et sa blouse de chirurgien. On dirait une pâtisserie sous vide qu'on me fait passer sous le nez, sans même que je puisse humer son parfum de fleurs orangées. Je me demande quand je pourrais la toucher, ne serait-ce que l'effleurer. Parce que j'ai plus le droit de toucher personne, il y a des masques et tout ça. Je peux pas tout dire, sinon ça fait un spectacle de 6h30. Je vais faire des petites ellipses. Je ne sais même plus ce que ça fait, le contact de sa peau. Elle rigole quand je lui dis que je ressemble à un hamster. Tu es très beau, dit-elle. Je sais bien que non, mais c'est bon quand même. Et merci pour elle encore. Alors dans toutes ces hospitalisations, j'ai eu la chance incroyable, parce que je vous le disais un petit peu tout à l'heure, j'ai pas eu le choix, hein, j'aurais préféré faire ce qu'on fait exactement là maintenant, de la musique, des livres, des films, de l'aventure, des bébés, plein de trucs. Mais il a fallu que je traverse ce désert-là, et dans ce désert-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires, extraordinaires. Notamment les infirmières que j'ai appelées les ninfirmières, tellement elles me faisaient du bien, et techniquement par leur savoir-faire, et humainement et en termes d'empathie. Donc là, c'est un petit passage sur les infirmières. Ici, c'est le pays des canards et de la pédagogie. Les infirmières portent des armoires à glace émotionnelles sur leur dos en souriant. Ce sont les grandes déménageuses de l'espoir. À elles, la lourde tâche de diffuser quelques bribes de lumière aux quatre coins de l'enfer, là où les anges perdus font du stop à main nue. Comme avec les médicaments, elles doivent en ajuster constamment le dosage. Elles sont cigognes, mamans, nymphes, filles. Elles gagnent à être reconnues. Et là, du coup, une ovation de dingue pour les infirmières. Alors du coup, je leur ai fait une chanson un petit peu pour elles. Et c'est une chanson que j'ai vraiment écrite dans ma chambre d'hôpital le matin, à 6h du matin, quand je me réveillais après la prise de sang et le thé aux fruits rouges. Et du coup, j'avais un petit peu peur d'embêter les voisins. Donc je chantais tout doucement. Et finalement, je me suis mis à chanter en voix de tête comme ça. Hospital Blues. Alors au début, je pensais pas le garder, je pensais juste que c'était pour mémoriser la chanson. Et puis j'ai envoyé la chanson enregistrée avec mon téléphone comme ça au reste du groupe qui était en même temps que moi j'étais à l'hôpital en studio. Moi je leur envoyais les chansons et ils commençaient à les arranger. Donc ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et qui nous rejoindront évidemment la prochaine fois. Et puis aussi Olivier Davio et Babette. Donc par contre on peut leur faire un bisou maintenant comme ça. Non, mais on pourra faire des bisous sans des bisous, des vrais bisous comme ça. C'est pour vous les copains. Donc du coup, je vous fais la chanson. D'ailleurs, j'ai un enregistrement de cette chanson où j'ai mon chef Jedi, médecin greffeur qui est rentré et j'ai sa voix sur cet enregistrement. Et un jour, je le mettrai sur un disque. Alors, je sais jamais où mettre le Mediator. Je vais faire comme ça. Hospital blues. All the winter's coming on. The nurses are prehistoric. Cotton mama, vampire girls with smiles. Oh, they fly by night, they fly by day away. When I sing from my room, they are coming with smiles. When I lay all day with fever, when I fight all day to stay a writer, they are coming home. When I wait
faces I bet stuck it in my mind. Vampire girls with smiles. All the winter is coming. Bon, le parcours a continué. Le premier traitement n'a pas fonctionné. Donc il a fallu en venir à la greffe de moelle osseuse. Donc là, c'est la grande aventure. C'est la science-fiction. C'est la réalité qui dépasse la science-fiction. C'est-à-dire que je suis allé un jour dans un hôpital qui s'appelle Saint-Louis. J'ai rencontré un maître Jedi. Un vrai, celui qui a vraiment de la force. Que c'est vraiment un pouvoir magique parce que son humanité fait qu'il donne de la force à tout le monde. Moi, j'y allais avec des tonnes de peur, de doute. Je ne sais pas ce qu'il y avait plus entre le doute et la peur, mais en tout cas, ça faisait un bon filtre avec, qui repoussait l'espoir un peu loin. Et puis lui, en fait, il m'a parlé comme un coach, comme si j'étais un boxeur. Il m'a dit, bon, on peut vous ramener à la vie normale. On peut. Ça va être périlleux, il va y avoir un moment très difficile. Ça va être du gros temps, comme il disait. Comme une tempête, comme les marins qui passent le Cap Horn. Et on sait que quand on passe par là-bas, il va y avoir des très grosses vagues avec beaucoup de vent. Donc il m'a expliqué tout ça, il m'a dit, l'air de rien comme ça, je crois que vous êtes musicien ou quelque chose comme ça, donc en fait il faut que vous prépariez ça comme si c'était votre plus grand concert, avec la même abnégation. Parce que les gens qui rentrent avec la tête basse, ils ne se mettent pas toutes les chances de leur côté, et puis là vous allez rencontrer des gens extraordinaires, vous allez voir le service, tout le monde va être là. Et puis il y avait donc cette lumière d'espoir parce qu'en plus c'était magique, c'est-à-dire que il avait trouvé un donneur qui était en fait deux donneurs, c'était un 200 de cordon d'une femme, de deux femmes qui ont accouché à Düsseldorf en 99 et 2004 et dont les cellules souches étaient compatibles avec les miennes. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques et tout ça médicaux, mais en tout cas, il y avait de bonnes raisons de croire qu'il était possible que ça me reset complètement. Parce que c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que l'idée, c'est de me changer mon système immunitaire, de me changer ma moelle osseuse. Et donc, j'ai probablement changé de groupe sanguin. C'est même en tout cas un tout petit peu sûr. Donc c'est quand même, on se dit, waouh. En même temps, on est très impressionné parce que par exemple, je signais là un protocole. C'est-à-dire qu'un protocole, c'est un traitement qui est encore expérimental. Donc à la fois, on est fier parce qu'on se dit, bah voilà, mes analyses vont servir à d'autres. Et en même temps, on se dit, putain, quand même, il n'y a pas énormément de précédents. Donc c'est à la fois effrayant et excitant parce que surtout c'était une lumière claire dans tout ce nuageux de tout le moment du début. Là en fait il y avait un objectif clair avec un espoir qui pour une fois était peut-être c'était pas gagné loin de là, mais en tout cas il était là, comme je vois les petites lumières de sécurité là,
Je le vois vraiment, même si je suis devenu un peu myope avec l'âge, je les vois assez nettement. Et là, je voyais quelque chose d'assez net. Donc, si vous voulez bien, je vais vous lire le passage du jour exact où je me suis fait greffer. Donc, le titre est très original, ça s'appelle La greffe. C'est le 21 octobre 2014. Aujourd'hui, c'est le très grand jour, le jour de la greffe. Aujourd'hui, on va me planter des graines dans le corps pour qu'elles aillent se loger au fond de mes os, dans l'espoir qu'elles reconstituent ma moelle osseuse. Aujourd'hui, je vais devenir le fils d'une seconde mère biologique. Le sang prélevé dans son cordon ombilical est congelé à moins 190 degrés depuis le 12 juillet 1999 et il va couler dans mes veines. À l'époque, j'avais les cheveux longs. J'étais amoureux d'une fille plus grande que moi et je venais de passer un mois à San Francisco pour enregistrer un album avec le groupe, Haïku. J'aimerais savoir à quoi cette mère a pensé le jour où elle a accepté d'offrir son cordon. Qui peut-elle bien être? Ma voisine? Une indienne? Björk? Cette femme est peut-être en train de me sauver la vie. J'aimerais bien, moi aussi, sauver la vie de quelqu'un un jour. Mon corps est prêt à recevoir les cellules toutes neuves de mon donneur. J'ai mis mon t-shirt Spider-Man. J'aurais préféré mon costume de scène, mais j'aurais pas été très à l'aise avec les chaussures et la cravate dans le lit. J'ai repensé à la phrase de Johann Sfar, mon grand copain, sur le fait que je n'aurais pas d'autre choix que de me transformer en super-héros. Je porte ce t-shirt comme une peinture de guerre. Une infirmière délicate comme une maman spécialisée vient accrocher les petites poches contenant ma future moelle osseuse sur l'espèce de penderie à médicaments liquides qui surplombe mon lit. « Je viens pour vous greffer », dit-elle avec son air de manipulatrice de diamants. Dans les fameuses poches, un ticket de soucoupe volante pour remonter au pays des vivants, pour repasser du statut de vampire à celui d'être humain, embrasser sans avoir peur de se faire mordre par un microbe, courir, sauter, dormir, renaître. L'infirmière règle le goutte à goutte et vérifie que tout fonctionne. « C'est parti », me glisse-t-elle, épique et douce à la fois. J'ai l'impression que le sang vient directement de son sourire. J'ai envie de la prendre dans mes bras et de l'empêcher de quitter la chambre. Une joie profonde se diffuse en moi, avec une telle intensité que je sens venir les larmes. Mais je ne veux pas chialer devant l'infirmière avec mon t-shirt Spider-Man et tout. Je passe de longues minutes à fixer la poche qui se vide. Je me sens comme un arbre qu'on essaierait de planter sur la lune. Le tuyau en plastique est en quelque sorte mon nouveau cordon ombilical. L'espoir coule dans mes veines. Je peux le voir circuler goutte par goutte. J'ai tellement envie que ça marche que je me sens déjà mieux. C'est un peu magique quand la poche est terminée. C'est bon, c'est passé, a dit la cigogne en blouse blanche et masque bec. Je suis au début de quelque chose d'autre. Je le sens, je le sais, je l'espère avec une excitation douce. Les larmes coulent sans prévenir, mes yeux ne piquent pas. Je me détends, ne parviens absolument pas à ranger dans un tiroir les poches ayant contenu les cellules souches hématopoétiques. Comme un paquet cadeau qu'on ne veut surtout pas jeter tellement il est imprégné par son contenu magique. Je relis l'étiquette. Ma nouvelle mère biologique s'appelle DUCB 03765. Mon nouveau frère ou sœur est né le 12 juillet 1999. Ma date de renaissance anticipée, 21 octobre 2014. Merci. Alors on rêve même au fin fond d'un hôpital. Donc, en ce qui me concerne, on écrit aussi des chansons. Et au-delà même d'écrire des chansons, on écrit des chansons sur le rêve d'après. Ça fait comme d'autres lumières qu'on se fabrique à l'horizon.
Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. J'ai traversé l'Islande sur un skateboard à moteur. Je n'ai plus peur des volcans, je suis l'un des leurs depuis bien longtemps. J'ai changé de groupe sanguin, mais pas de groupe de copains. Dionysos est né deux fois sous mes os, c'est aussi comme ça. Nouvelle vie qui fleurit, c'est l'espoir planté sous mes os. Ce n'est pas un conte de fées, mais ça peut y ressembler. Je suis un nouveau-né de 40 ans passés. Je ne suis plus un vampire, j'ai brûlé mon pyjama. Dionysos est né deux fois sous mes os, c'est aussi comme ça. Nouvelle vie qui fleurit, c'est l'espoir planté sous mes os, planté sous mes os, planté sous mes os. Ladies and gentlemen, Babatushka, Mikey, Stefano, Enrico Seratorio. Donc cette chanson, je l'ai écrite à cette époque. Et puis, j'ai eu la chance extraordinaire que cette greffe fonctionne et que depuis je puisse à nouveau faire ça par exemple. Alors on est reparti en tournée avec le groupe. Évidemment ça a fait flipper tout le monde. Celui que je pense qui a peut-être le plus flippé parce que lui il était vraiment aux manettes et il savait ce que ça pouvait représenter de faire une tournée après une greffe de moelle osseuse seulement un an après. C'est mon médecin, un petit peu mon maître Jedi, qui normalement est là dans la salle. Il s'appelle Régis Péfaux de la Tour et il est là quelque part. Et je pense que s'il pouvait avoir une ovation terrible, voire même au bureau là, des Avant, j'étais fan de Kurt Cobain, de Spider-Man, de Johnny Cash. Et puis maintenant, je suis fan de Régis Péfaux de la Tour. Donc, et pas que parce qu'il m'a sauvé moi, bon, ça compte un peu, mais parce qu'il en sauve plein et que c'est son boulot.
C'est chouette comme boulot, non? Moi, j'aimerais bien faire ce boulot, mais j'étais pas assez bon en maths. Donc, grâce à tout ça, après la tournée, il y a eu donc cette chanson que je viens de vous jouer, Vampire en pyjama, et je me suis dit, j'aimerais bien le faire en vrai, c'est-à-dire que je plaisantais pas à l'hôpital quand je disais, là j'ai dit, j'ai traversé l'Islande, parce qu'entre-temps, donc je l'ai fait, mais au moment où je l'ai écrit, et sur le disque, il dit, je vais traverser l'Islande. Mais tout le monde prenait ça comme une métaphore, parce que avec l'univers enfantin, tout ça, oh là là, il déconne tout le temps, il est drôle, il dit des conneries. En fait, souvent, j'essaie de dire des trucs vrais, en fait, qui m'arrivent vraiment, que je ressens vraiment pour de vrai. Et donc, j'y suis allé. Je suis parti en Islande avec un skateboard à moteur, pour de vrai. Et du coup, on a fait une suite du livre, parce que comme tous les soirs, je rentrais dans mes espèces de cabanes étranges, c'était tellement inspirant que j'ai écrit plein de trucs le soir. Et j'ai appelé ça un carnet de bord. Et c'est rigolo parce que je suis trop bavard, peut-être, non? Un petit peu. Hein, bon. Je vais lire. Je vais faire l'écrivain dans pas comme ça. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous explique un peu, je contextualise, comme on dit. Le truc, voilà, je sais plus ce que je disais. C'est que, oui. Quand je suis parti là-bas, dans cet endroit-là, je m'attendais à vivre un truc pour moi, mais je m'attendais pas que ça me fasse écrire autant. Et maintenant, je vais vous le lire. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que l'important, c'est que je suis parti tout seul. C'est important de partir seul, mais j'aurais pas pu partir tout seul sans l'aide de Rosie, parce qu'elle m'a fait tout le trajet, les guest house et tout seul. Je pense que j'aurais dû dormir dehors et voilà. Donc ça commence, je vous lis, quand j'arrive vraiment sur le parking de l'aéroport à Reykjavik avec mon skate sous le bras. Pull, coupe-vent et télécommande magique en main, me voilà qui traverse le parking de l'aéroport. Il fait 10 degrés et le vent s'amuse à changer les vêtements en drapeau. Perché sur mon fragile esquif, je slalome entre les très grands bus. On me dit bonjour, on me fait des signes. Bientôt je verrai des elfes. Je serrerai leurs mains invisibles et ils me feront des bras d'honneur pour m'encourager. Bouillonnant de joie, je m'engage sur la route qui mène à Reykjavik. Il n'y en a qu'une, la fameuse route numéro 1. À la sortie de l'aéroport, toutes sortes de véhicules l'utilisent. Les grands bus se lancent à ma poursuite. Un monstre de tôle hurle en me doublant, poids lourd contre poids très léger. L'appel d'air agit comme un mini tremblement de terre. Le souffle me déséquilibre. Zone de turbulence identique à celle traversée en avion, sauf que le pilote, c'est moi, et que Rosie One n'a pas de cockpit. Rosie One, c'est le nom que j'ai donné à mon skateboard à moteur. Je suis arc-bouté sur ma planche, ultra crapaud, mais à fond dans le match d'entrée de jeu. La petite voix de la raison me dit que je devrais rebrousser chemin, monter dans un bus et repartir de plus loin. Mais l'envie d'en découdre est trop forte. Je viens à peine de décocher la flèche, je ne peux pas m'arrêter. Je surfe la bande d'arrêt d'urgence et ses cailloux piégeux. Vrombissement de voitures télécommandées face à la symphonie métallurgique des poids lourds. Après quelques kilomètres, les premiers volcans cabossent l'horizon. Véritable champ de lave couvert de mousse cousu main par des faits presque invisibles. Un souffle épique traverse mes poumons. Je déguste chaque parcelle de vent, stimulé par ces gifles. Mon cœur devient une machine à vapeur. Les paysages islandais provoquent un délicieux dérèglement. La métrique du temps allonge l'ultra-présent. L'imprimante à souvenirs, qui ressemble à s'y méprendre à celle fabriquant les rêves, se met en marche. Chaque vision s'y grave tel un polaroid. Brusque retour au réel dans un carrefour compliqué. La bande d'arrêt d'urgence rétrécit furieusement et dans mon dos, un nouveau monstre métallique défigure l'horizon. Ses grands yeux jaunes ne semblent pas me voir. Sa trajectoire est rectiligne. Camion dragon cracheur de gravillon, je bifurque sur le bas-côté et saute dans le fossé herbeux. Le claquement du coupe-vent me donne l'impression de sauter en parachute. Une planche à repasser surgit de nulle part, valdingue sur la bande d'arrêt d'urgence par là. Reprenant mes esprits, mais toujours aux aguets, je relâche la pression sur la télécommande. Je me sens tel un fugitif en kawé échappé de son propre cerveau. Merci beaucoup.
Alors il m'est arrivé plein de trucs, c'est ce qui est rigolo avec ce genre de voyage, c'est que quand on se retrouve en Islande avec un skateboard, en fait il peut que vous arriver des trucs. En fait on est complètement à nu et on attire finalement la sympathie. Il y a un génie de sympathie dans cette machine. Le fait que des gens me voient passer à Reykjavik en skateboard, avec un skateboard où j'ai pas besoin de faire comme ça. Du coup, je démarre au feu rouge. Les Islandais, ça les faisait marrer. Et du coup, ils étaient hyper sympas. Mais je pense qu'ils étaient déjà sympas d'origine. Mais ça aide, ça. Et puis, un des buts ultimes de ce voyage, c'était de traverser le cercle polaire en skateboard. C'était un truc d'enfant comme ça, un rêve. Et donc, là, je vous raconte le moment où j'approche le cercle polaire. J'enfourche Rositou. Ah oui, parce que voilà. Alors, quand je dis j'enfourche Rositou, c'est vrai que c'est spécial. En fait, Rosie One, au bout de deuxième jour, en fait, sous la pluie, le moteur a commencé à faire, je faisais ça. Donc, et le lendemain, il ne marchait plus du tout. Donc, au début, j'avais un petit peu le moral un peu à zéro, quoi. Et puis, je me suis souvenu d'un livre que j'ai lu de Jack London, un de mes écrivains préférés, qui s'appelait La croisière du Snark, où en fait, pendant des années, il avait rêvé de faire le tour du monde avec son bateau, mais il avait fabriqué un peu son bateau, un peu tout seul, avec des gens qui aimaient ses livres, qui l'avaient aidé. Et donc, il avait fait tout ce rêve, il est parti en bateau, et en sortant du port de San Francisco, en fait, le truc a coulé. Il est revenu, il a fait son bateau différemment, et c'est lui qui a découvert le surf ensuite en 1907. Donc il fallait quand même se bagarrer. Donc je me suis dit, bon, comment je fais? Bon, j'ai plus de skateboard, c'est pas grave, je vais continuer en stop, à pied, en bus, je vais me débrouiller. Et puis j'ai trouvé une petite boutique où il y avait 3 skateboards, un petit truc où ils vendaient des laines polaires, des machins, du froid, quoi. Et le mec m'a changé les roues, il a appelé un copain pour avoir des meilleurs roulements à billes, enfin, c'était hyper rigolo. Et donc du coup, je lui ai laissé Rosie One, il l'a toujours, on est copains sur Facebook et tout. Des fois, il m'envoie des photos pour voir si elle va bien. Et j'ai appelé donc le deuxième skateboard qui n'avait pas de moteur, cette fois, Rositou. Donc quand je l'enfourche, c'est une métaphore de truc de western. Ce n'est absolument pas sexuel. J'aime le skateboard, mais tout a sa limite, quand même. J'enfourche Rositou direction le cercle arctique. Je vais le traverser en skate, exactement comme dans mon rêve. J'y suis presque. Le bitume est préhistorique. Je vois le panneau qui indique le cercle et j'accélère, pompant de toutes mes forces sur la chaussée défoncée. Droit devant. Les roues patinent dans la poussière de lave, mais je ne veux pas mettre pied à terre. C'est un moment alchimique de ceux qu'on traque toute une vie. La suture absolue entre le rêve et la réalité. La métamorphose de l'un en l'autre. Le cercle polaire est désormais à portée de skateboard. Soudain, un bélier ultra cornu aux billes d'onyx noir jaillit de derrière un rocher. Il me regarde comme Nick Cave face à son public en chantant The Mercy Seat. Je ne fais donc absolument pas le malin. Le très gros chien de laine continue de me fixer méchamment en mâchant un chewing-gum imaginaire. Est-ce le gardien du cercle polaire? L'ultime épreuve initiatique pour avoir le droit de le franchir? Il peut charger à tout moment. Il a l'air prêt. Je commence à imaginer comment utiliser mon skateboard pour faire bouclier. Il ne me lâche pas du regard. Il est en train de m'hypnotiser, le con. Il a une dégaine de diable avec ses cornes de l'enfer, un diable perché sur un rocher de lave. Ils sont 3, mais lui, c'est le chef. On le voit à sa façon de se mettre devant, poitrail au vent, et barbichette étincelante de chef. On se croirait dans West Side Story quand la bande des Sharks commence à sortir les couteaux. Duel de western sur le cercle polaire. Côté sud, l'homme bonnet de laine et son skateboard, c'est moi. Côté nord, le diable en personne avec ses cornes et tout. Le vent harmonise les cris d'oiseaux pour composer une bande-son morriconienne plus vraie que nature. Les secondes s'égrènent lentement. Le diable renacle, grattant ses sabots allumettes contre le basalte. Le soleil fait semblant d'être chaud. Je pense à Rosie, à ma femme fleur blottie bien au chaud dans notre appartelier, au concert que j'aurais pu faire à la rentrée,
À ma famille qui a eu si peur pour moi ces dernières années et qui va me perdre à cause de mes fantasmes d'aventurier pieds nickelés. Ce serait quand même ballot d'avoir survécu à une greffe de moelle osseuse pour finir empalé par une bestiole de science-fiction au fin fond de l'Islande. Dois-je partir en courant au risque de me faire poursuivre par la horde de démons? Continuer à ne pas bouger en espérant qu'il finisse par s'éloigner? Ou l'attaquer à coups de skateboard et lui montrer qui est le patron? Je vais pas rester planté toute la journée sur le cercle polaire, regarder une bête à cornes dans les yeux non plus. D'ailleurs, je commence à avoir un peu faim, moi. Je me retourne doucement et m'éloigne à pas de loup vers la route. Je monte sur mon skate et m'élance, sans un regard en arrière, pour traverser le cercle polaire. J'entends le son d'un galop. Ça sonne comme un troupeau de battements de cœur à mes trousses. J'accélère de toutes mes forces, mais les roues de Rositou se bloquent dans les cailloux, m'éjectant vers l'avant. Je me rétablis de justesse. Et je fais bien le mec qui se rétablit de justesse parce que c'est du vécu. Le silence est revenu, la horde sauvage a disparu, le cercle polaire me tend les bras, je m'y calfeutre, épris d'une joie aussi enfantine que profonde. Merci beaucoup. C'était bien pour moi de faire cette boucle, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle La mécanique du cœur, ça donnait un disque aussi à un film, et il y a quand même un personnage qui naissait avec le cœur gelé, qui se faisait greffer une horloge. Donc bon, quand on m'a reparlé de greffe et que j'étais en train de sortir le film, ça m'a fait un écho bizarre, comme si j'écrivais les choses avant et que c'était les choses pas terribles qui se passaient de mes histoires. Donc au début je me suis dit, bon, je vais arrêter d'écrire des livres avec des méchants, parce que après, j'ai fait une histoire qui s'appelle Métamorphose en bord de ciel, avec le personnage qui s'appelle Tom Cloudman, qui est le plus mauvais cascadeur de tous les temps. Et un jour, il se fait mal, quelque part, et un petit peu comme moi en tournée, c'était un petit peu légèrement influencé par des expériences vécues là aussi. Et on lui trouve une maladie grave, il s'appelle Tom Hématome Cloudman, et moi, on m'a soigné en hématologie. Voilà, j'ai fait la chambre stérile, j'avais tout écrit 3 jours avant. Donc, quand j'ai eu cette maladie très étrange, en fait, tout le monde m'a dit « Ah, mais toi, tu vas nous en faire un roman ?» Je vois, j'ai déjà fait, en fait. Donc, alors que je trouve une autre façon. Il va falloir que je trouve une autre façon de... Parce que je pense qu'on a beaucoup travaillé les costumes sur ce spectacle, et je pense qu'on peut faire une ovation à Babette. Donc là, c'était bien d'inverser, c'est-à-dire de dire un truc, non, je perds tout sérieux. Il va falloir que tu fasses des accords mineurs pour qu'on me presse au sérieux, parce que sinon... Il est à l'envers. Ah, il est à l'envers. Ah bah, il est à l'envers, bah, je fais comme ça, alors. Comment ça se met, ce truc? Ah oui. Ah oui, donc c'est là qu'on voit que je suis pas vraiment un aviateur du tout. C'est mieux comme ça? Ah, du coup... Ah putain, mais attends, c'est sur les oreilles, j'entends plus rien, du coup. Putain. Ah ouais, en fait, pour les aviateurs, c'est bien parce que ça enlève le son, mais quand t'es un musicien, c'est pas génial comme costume de scène. J'entends rien. Enlève-le. Ah. Mon complexe d'oreille décollée qui ressort tout d'un coup, là. J'ai l'impression que je suis Dumbo et que j'ai main volée dans la salle. Oui. Donc du coup là, le fait d'écrire la chanson et de faire le truc en vrai, qui était un truc cool, c'est-à-dire se faire menacer par des béliers, tout ça, et avoir très froid aux doigts, je trouvais ça bien. Donc là, je vais vous raconter le passage du dernier soir. Où, bon, bah, voilà. J'évitais un peu toujours un peu les Français, parce que, pas que j'aime pas les Français, j'en suis. Hein. Mais genre quand on est comme ça, un peu à l'autre bout du monde, on a envie d'être dans sa propre bulle. Et donc dès que j'entendais parler français, j'avais tendance à... Et puis là, je suis tombé justement, voilà, idiotie de l'a priori, sur des gens tellement adorables que c'était cool qu'ils me parlent français. Et finalement, ça m'a fait du bien d'entendre du français. Enfin, oui. C'est le jeu du voyage. Et on s'était dit, voilà, c'est extraordinaire. On était au Blue Lagoon, qui est un endroit incroyable où, en fait, on peut se baigner dans de l'eau à 40 degrés.
au milieu des volcans. L'eau, elle est bleu turquoise, ça fume de partout. Il y a des gens de tous les pays qui viennent là-bas, qui se mettent de la boue blanche sur le visage. C'est complètement surréaliste et doux. Et même un énervé comme moi, je parle doucement après, tellement ça calme. C'est vraiment un truc assez incroyable. C'est vraiment encore des endroits où le rêve et la réalité se confondent complètement. Donc on fait ça. Et on se dit au revoir, bisous, tout ça. C'était super de se rencontrer. Et puis, voilà, je me change et tout ça. Et je mange un petit truc. Et c'était le dernier moment. J'étais dans cette fois cette joie d'avoir accompli ce voyage. Et en même temps dans cette petite mélancolie parce que voilà, c'était comme si on avait atteint un sommet, qu'il fallait rentrer, retourner vraiment au réel. J'étais satisfait, mais j'avais cette petite mélancolie. Et voilà, donc je vous lis ça. Je tente, comme je peux, de faire durer le plaisir en m'attablant quelques minutes au bar du Blue Lagoon. Il fait trop nuit pour partir en skate, tant pis. Je terminerai mon périple en taxi. L'aéroport n'est qu'à quelques kilomètres. À ce moment précis, la demoiselle, donc la française, revient vers moi d'un pas rapide avec un regard d'étincelle. « Viens voir dehors, je crois qu'il reste encore un cadeau. » Parce qu'on disait qu'en Islande, partout on trouvait des cadeaux, tellement c'était extraordinaire ce qu'on voyait. La joie du partage dans son regard restera aussi mémorable que ce que je découvrirai une dizaine de secondes plus tard. Nous franchissons la porte d'entrée du Blue Lagoon et là, toutes les personnes présentes ont le nez pointé vers le ciel. Récital symphonique de « Wow », de « Wow », de « Amazing », chuchoté, donc « Amazing ». La demoiselle au regard d'étincelle pointe le doigt vers le ciel. Je finis moi aussi par lever le nez. « Wow »,« Oh »,« Amazing ». Non, j'ai dit incroyable. Un rideau vert phosphorescent parcourt le ciel en ondulant. Putain, c'est dur à dire ça. Des fois, on écrit des choses, on ne s'imagine pas qu'on va devoir les lire après. Hein. Un rideau vert phosphorescent parcourt le ciel en ondulant. Une aurore boréale. Qui vaporise la voûte céleste. Un vrai truc de fantôme, courant sur des kilomètres à travers les étoiles. Sublime. Luminescence saupoudrée en mouvement, comme si un dieu sucrait les volcans pour mieux les couvrir de lumière. En anglais, lumière et light et léger sont désignés par le même mot, light. À cet instant, je comprends pourquoi. Waouh! Wow! Le personnel du Blue Lagoon, qui devait fermer boutique, propose du thé aux gens qui regardent l'aurore. On oublierait presque qu'il fait froid. Je n'aime pas trop le thé Earl Grey d'habitude, mais celui-là, je l'ai adoré. Demain, je prévois une épidémie de torticolis en plein Reykjavik. Un vrai gagne-pain pour les ostéos, ces aurores boréales. Une rivière de diamants verts coule entre la Grande Ourse et Cassiopée. Même la lune a l'air impressionnée. Je comprends que les gens qui ont vu ça la première fois aient cru à une apparition divine. J'ai beau connaître l'explication scientifique de ces vents solaires qui traversent l'atmosphère, sur le moment, je goûte moi aussi l'extase du doute. 1 heure, 3 thés, 26, wow, 34, wow, plus tard, l'aurore tire sa révérence en douceur. Elle s'efface comme ce rêve qu'on a tellement aimé, comme un film qu'on voudrait déjà revoir alors qu'on sort de la salle de cinéma. Sauf qu'il s'agissait d'une séance unique. La joie est semblable à celle du penalty marqué à la dernière minute en finale de Coupe du Monde. Mais une joie que l'on célèbre en chuchotant. Wow. C'est beaucoup trop petit pour ma grosse tête, ce chapeau. Il bouge et tout, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dedans qui fait que c'est bizarre. Ça vous fait rire, le truc du chapeau, hein, c'était pas prévu. Hein. En fait, je devrais pas m'emmerder à écrire des livres et faire des chansons. Je devrais venir avec un chapeau et attendre que les gens se marrent et ça suffirait. Pas besoin de brancher des micros ni rien, juste un chapeau. Voilà. Donc j'en étais à la Coupe du Monde. J'aime bien quand en fait, c'est là que j'aime. C'est le moment où vous rigolez et que j'entends qu'il y a Babette qui rigole derrière. Parce que quand Babette rigole, ça prouve qu'elle est vraiment surprise que je suis pas en train de faire une vanne que j'ai fait 46 fois. Et ça, j'apprécie. Donc, est-ce que vous pouvez applaudir le rire de Babette ? Je suis là, au milieu du monde,
avec le sang de cordon d'une femme qui a accouché à Düsseldorf il y a 15 ans qui coule dans mes veines. Métisse biologique de toutes les couleurs et ce soir, tout particulièrement vert, phosphorescent, endiamanté de la tête aux pieds. Sans cette rencontre avec ce couple de Français, je serais rentré en skate avant la nuit ou en taxi. Sur mon appli de chasseur de Northern Lights, excusez mon accent magnifique, mais ça veut dire aurore boréale en anglais, je n'avais que 21% de chance d'en croiser une. J'aurais essayé de me coucher tôt pour dormir quelques heures avant le réveil aux aurores non boréales du lendemain matin. Il me ramène à mon hôtel. Dans la voiture, nous sommes abasourdis de joie. Quelques restes d'aurore boréale accrochés aux étoiles glissent encore sur le pare-brise. Je donnerais n'importe quoi pour qu'existe un flacon permettant de conserver un bout d'aurore boréale. J'en aurais ramené à Rosie, à mon père, à ma sœur et à mes nièces, à Dionysos, à Olivia de Dieu-le-Veut, aux infirmières, au professeur Régis Péfaux de la Tour et à tous ceux qui m'ont prodigué petits et grands soins pour me ramener à la vie. J'en aurais pris pour tout le monde. You could swing like the dolphins can swing. For nothing will keep us together. We can be them forever and ever, or we can be heroes just for one day. I can remember. Je me suis trompé dans les textes. Je recommence. I will be king, and you will be queen.
We can be heroes. Oh, we can be heroes. We can be heroes. We can be heroes. Oh, we can be heroes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Maison de la Poésie parce que c'est une vraie maison et c'est vraiment de la poésie et je pense que des lieux comme ça c'est fantastique, donc on peut faire une petite ovation pour eux déjà. Et puis, l'étrange cas d'Olivier Daviau. L'homme qui arrive à jouer des mélodies extraordinaires malgré son bonnet. Je pense qu'en fait, on pourrait faire un défi. On pourrait faire un défi de lui mettre des moufles qu'il arriverait à être musical encore. C'est assez extraordinaire. En fait, du coup, là, on le voit très très bien. Mais dans les disques de Dionysos, on l'entend beaucoup. C'est lui qui arrange les chœurs, les cordes, les cuivres et plein de petites choses magiques. Donc je pense qu'il est là depuis la mécanique du chœur. Il y a énormément de choses qui viennent de lui et qui sont extraordinaires. Et c'est un peu comme notre guest star, vous savez, comme quand on a un joueur qu'on fait rentrer à la fin d'un match parce qu'on est sûr qu'il va claquer un but. C'est notre joker de luxe. Il est à la fois dans le groupe et libre autour du groupe, comme en périphérie, comme ça. Et en plus, c'est un homme extraordinaire, donc j'aimerais qu'on lui fasse une ovation. On recule pour lui. Babette, j'ai vraiment envie qu'il y ait une vidéo de ce moment parce que là, avec ta boîte à musique, tes talons et ton bonnet, je te jure que c'est superbe. C'est comme si c'était Noël mais sexy. Donc tous les soirs, en fait, j'écrivais donc ce que je vous ai lu en Islande et puis je faisais des petits haïkus aussi. Donc je vais vous lire des petits haïkus. Et en fait, mon rêve de rock'n'roll, c'est que un jour,
puisse être dans une salle et que quand je dis un haïku, les gens hurlent comme si j'avais marqué un but. C'est côté football et poésie. Donc, c'est des textes très courts, c'est des haïkus, c'est 3 phrases. Mais à chaque fois, même si on n'avait pas super envie, tout ça, il faut vraiment que vous hurliez comme si vraiment c'était un retourné acrobatique à la dernière seconde, finale de Coupe du Monde l'année prochaine. Je suis votre Griezmann. C'est exactement la même taille que lui. Je suis entre lui et Sissoko, c'est à peu près. Vous êtes prêts? Nid de volcan bleu, Dracula lune, étoile al dente. Que ce soit court par contre. Voilà. Geyser immobile, ciel argenté, vermicelle, bouillon d'étoiles. Infusion de lave, sachet de cratère doux à boire dans mon cœur. Vague alarme, océan tarte aux pommes, étincelle engelée. Alors là, c'est dingue parce qu'avec la lumière, il y a un arc-en-ciel sur mon livre. Vous le voyez? C'est génial. Je vais le garder. Pays popcorn salé, soleil caramélisé, emporté sur place. Désert de lave, flocons de feu solide, éléphant basalte. Cercle polaire, autour de mon cou glacé, chauffage pour l'âme. Un lac inversé dans les bras du ciel, Dieu phosphorescent. La désolation des flocons de basalte, la désolation des flocons de basalte, pareil que mon cœur. Gentillesse du vent, coiffeur de mélancolie, parfum de départ. Rêver de revenir ici, là tout de suite, avant même de partir. Merci beaucoup. Je vous ai tout à l'heure parlé d'un maître qui était quoi? Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. Oh, when I was a child, I was a Jedi. On s'électrocutait souvent lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps et encore aujourd'hui et maintenant. Génial ce bonnet. J'adore, hein, je suis fan. Hein. Il est beau. Ah, ça te va tellement bien. Hyper mignon. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi.
child. When I was a child, when I was a child, when I was a child, when I was a child. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Et si vous voulez, on peut faire une dernière chanson. Un truc. Quoi? Oui, j'en connais certaines. On n'est pas en tournée, mais on se souvient encore de quelques-unes. Et ben, pour ménager la surprise extrême, pas dire ce qu'on va jouer. Mais il y a un indice. C'est qu'à un moment donné, j'en ai parlé. Voilà. Mais vous allez comprendre ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est parti. Je suis né le jour le plus froid du monde. On dit que je suis né avec le cœur gelé. On dirait même qu'on m'a porté à bout de ventre en haut de la colline qui surplombe la ville et ses clochers. Là où vivait dans une drôle de maison une sage-femme dite folle par tous les habitants, alors qu'elle passait son temps à réparer les gens, les perdus, les cassés, avec ou sans papier. Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait, oh Madeleine qui aimait tant réparer les gens. Comme elle m'a installé sur la table de la cuisine, j'ai cru un instant qu'elle voulait me dévorer. Oh, me prendrait-elle pour un poulet crié que l'on aurait oublié de tuer? Elle me découpait la peau de la poitrine, ses grands ciseaux crantés plantés entre mes os. Elle a glissé une horloge dans mes débris glacés, en lieu et place de mon petit cœur gelé. Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait, oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait, oh Madeleine qui aimait tant réparer les gens. Elle m'a dit mon petit, il y a 3 choses que jamais, au grand jamais, tu ne devras oublier. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, ta colère, tu devras maîtriser. Et surtout, ne jamais oublier quoi qu'il arrive. Ne jamais te laisser tomber amoureux. Car alors pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau, explosera l'horloge, imploseront tes os. La mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Madeleine Babetouchka, ladies and gentlemen. Oh, wow.
Bonne nuit les petits. Régis, le maître Jedi, il est là. J'aurais dit tout à l'heure un petit peu dans le texte, mais j'en profite aussi pour remercier mon éditeur Albin Michel qui est là aujourd'hui. Ma sœur littéraire qui me suit depuis presque 20 ans, Olivia de Dieu le veut, qui rend mes livres meilleurs. Et le livre de poche, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu faire le carnet de bord, et que voilà, on ne sait pas si on en faisait un livre ou pas, et qu'ils ont été extraordinaires, ils ont fait un très bel objet, et je suis très très fier de le défendre, donc c'est chouette le poche, je pense qu'on peut leur faire une belle ovation aussi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne nuit, merci.